Bonjour, nous sommes le jeudi 28 décembre et on ne change pas une équipe qui gagne. Nous allons, comme nous le faisons chaque jour, aller donner manger à Cannelle, la petite chatte de ma voisine qui est partie dans le sud. Et nous sommes dans le nord, avec un temps bien gris, bien menaçant aujourd'hui, comme souvent d'ailleurs à cette période de l'année. Le soleil fait son apparition très très timidement et il faut s'habituer à vivre avec ce couvercle gris 6 mois de l'année au moins. Alors évidemment, ça conditionne parfois notre morale, le climat. On va pas dire le contraire. Ça fait partie du truc. Il y a des gens qui vivent au soleil, puis il y en a d'autres qui vivent avec un ciel gris, la pluie. Alors fatalement, ça donne des humains qui sont différents, quoi, qui parfois même pensent différemment, réagissent différemment, parce que le climat, ça a un impact. Ça a un impact sur nos pensées, sur notre manière d'être, sur notre humeur, sur beaucoup de choses. Notre dynamisme. Vitamine D, évidemment, quand vous avez beaucoup de soleil, vous avez de la vitamine D. Ici, on est en carence, question vitamine D. Donc voilà, c'est pour ça que on n'est pas tous, on raisonne pas et on vibre pas tous de la même manière, évidemment, en fonction du climat dans lequel on vit. Beaucoup de gens âgés veulent aller vivre au sud, mais est-ce que c'est la solution? Est-ce que c'est vraiment la solution de tomber dans ce schéma? Je ne sais pas. Moi, j'y avais pensé. J'avais dit, quand même, comme beaucoup d'ailleurs, il n'y a rien d'original. Quand arrivent les vieux jours, on se dit, oh, on aimerait bien être au chaud, avoir la chaleur, le soleil, se lever avec le soleil, tout ça. On a l'impression ici que c'est un luxe, que c'est un truc inatteignable presque. Et puis, c'est ce qui a fait que les prix ont monté énormément, parce que la plupart des personnes âgées qui ont travaillé toute leur vie et amassé un capital, évidemment, se précipitent dans des régions agréables, avec du soleil, un paysage plus flatteur. Et du coup, la sélection se fait par l'argent, parce que si vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous ne pouvez pas aller vivre dans le sud, ou tout au moins, vous allez vivre dans des quartiers ou des endroits peu recommandables, ou peu fréquentable. Et puis si vous avez de gros moyens, vous aurez votre maison à la voilà. Bon, ça évidemment, quand je parle, elle monte le bout de son nez. Alors, ah oui, voilà, c'est reparti. À tout de suite. Et oui, et oui, et oui, et oui, et oui, et oui, elle attend ce repas. Et oui, pour ça, ils sont fidèles, les animaux, quand il s'agit d'attendre ce repas. Alors, bah oui, tout le monde te regarde là. Tout le monde est en train de faire connaissance avec toi. Hein? Tu sais pas que t'es célèbre, hein? Eh oui. Allez. Hein? Allez. En route la Vestrou. Eh oui. Ah là là. Ah là là. Ah, elle se précipite. Elle n'a même pas le temps de vider le sac. Hein? Ah. Grâce à une dame qui s'appelle Cannelle, comme toi. Et, hein? C'est drôle, hein? Ah. Elle raffole de ça. Hein? Ça, elle aime bien. Elle aime bien les petits sachets de pâté comme ça. Hein? Ah. Voilà la séquence du jour, le rituel du jour. Ça apporte un peu d'humanité à notre monde, les petites choses comme ça, les petites habitudes. À tout de suite, je reviens. Oui, voilà. Voilà. Me revoilà.
Donc on va monter la côte. Alors Martin qui est venu il y a 2 jours, eh bien il a compris pourquoi j'étais essoufflé. Parce que là, elle est raide la côte là, sur laquelle je monte. Aujourd'hui, vous savez que je lis parfois tous les jours une page de l'agenda de mer. Alors que ça, beaucoup ne connaissent pas, mais c'est une série de livres qu'a écrit Satprem, qui recueillait, qui a recueilli des entretiens qu'il avait quotidiennement, quasiment, avec Mère, qui était la compagne de Sri Aurobindo en Inde. Ça se passait à l'ashram de Pondichéry. Et l'agenda a été longtemps pour moi une source de méditation, parce que et j'aime bien ces entretiens qui parfois soulèvent des questions, je dirais des questions pas métaphysiques, mais des questions d'ordre spirituel, disons. On va reprendre le mot spirituel, mais c'est un peu plus pénétrant que ce qu'on entend par spiritualité. C'est vraiment les entretiens basés sur une expérimentation intérieure qui embrasse, je dirais, la matière et le monde visible et le monde invisible. On va dire ça comme ça. C'est compliqué à expliquer avec nos mots humains. Et ça m'inspire parfois. Et aujourd'hui, j'ai lu quelque chose qui m'a inspiré. Et je me suis dit, ah ça c'est vrai ça. Parce qu'elle parle elle dit, nous pensons en fonction de notre corps. C'est notre corps on pense par rapport à notre corps, c'est-à-dire à la manière dont nous sommes fabriqués, nous humains, c'est-à-dire avec 2 jambes, 2 bras, une tête, des yeux, des oreilles. Et c'est vrai que c'est très juste. Elle dit, regardez les dauphins n'ont pas de doigts. Nous, on a appris à compter parce qu'on avait 10 doigts. Et regardez les dauphins, on n'imagine pas qu'ils comptent, ils ne tiennent pas de comptabilité. Et vous savez pourquoi on parle des dauphins? Parce que les dauphins sont enfin d'après des scientifiques qui ont étudié l'espèce, ils disent qu'il y a une intelligence, mais vraiment très, très poussée chez les dauphins. Il y a une intelligence quasi identique à l'homme. Sauf que, évidemment, ça fonctionne complètement différemment. C'est un autre. Ils n'ont pas besoin de construire des routes, des ponts, des buildings pour être aussi intelligents que nous. Et c'est ce qu'elle essaie de dire. Elle dit que nous, humains, on a la manière dont on pense et on appréhende le monde, c'est conditionné par notre morphologie, notre corps. Il est évident que si nous étions comme des dauphins et que nous évoluions dans un milieu aquatique, eh bien, on ne penserait pas comme nous on pense. Ça veut dire que la pensée, elle est dépendante déjà de notre modèle d'incarnation, je dirais. Et ça, c'est bien parce que elle dit, il y a peut-être d'autres espèces dans l'univers, c'est peut-être des boules, c'est peut-être des êtres complètement différents. Et elle dit, ils ont pas d'autre forme physique, ils ont certainement une autre forme physique. Et donc, du coup, c'est des êtres qui doivent comprendre le monde différemment. Et nous, on fait énormément de projections. On croit que tout le monde, que tout l'univers pense en fonction de notre manière de raisonner, alors que c'est faux. Nous sommes très, très, très étroitement liés à notre corps, notre esprit, notre cerveau, notre évolution dans l'espace, notre manière de nous déplacer, le fait de marcher. Notre pensée, elle se fabrique et elle construit des raisonnements par rapport à ce que notre corps sait faire. Par exemple, la marche. La marche, c'est un déplacement dans l'espace particulier. Si nous volions comme des oiseaux, on ne pourrait pas penser de la même manière. On penserait pas. Pourquoi on ne penserait pas? Parce qu'on verrait le monde autrement, on se déplacerait dans la matière autrement. Et ça, c'est bien parce que ça nous ramène à notre condition humaine. Et notre condition humaine, c'est pas la condition universelle. Et c'est pour ça qu'il est fort probable que le jour où nous allons mourir, nous ne pourrons pas penser de la même manière, parce que nous ne serons plus dans ce corps physique. Tout au moins, peut-être que nous aurons une apparence de cet ordre, et encore, c'est pas sûr. En tous les cas, le corps qu'on aura n'aura pas les mêmes
capacités ou les mêmes facultés, ou tout au moins les mêmes limites aussi que dans ce monde, dans cette dimension dans laquelle elle est. On est dans une dimension, si vous voulez, où on tourne en rond mentalement, parce qu'on n'a pas pris vraiment conscience que nos pensées étaient limitées. Et ils étaient limités par simplement le fait que nous sommes construits de cette manière-là, que notre corps conditionne nos pensées, que nos pensées sont elles-mêmes limitées, ne peuvent pas embrasser la question existentielle, je dirais, universelle. On ne peut pas l'embrasser. C'est comme si nous étions aveugles. Vous voyez, un aveugle, vous n'avez jamais vu les couleurs. J'ai déjà parlé de cette comparaison parce que je trouve que ça illustre bien le propos. Nous sommes aveugles. Vous aurez beau, les aveugles ne voient pas le monde comme nous et ne pensent pas. Un aveugle de naissance ne peut pas penser comme un voyant. Il pensera différemment. Il pensera surtout à travers son toucher. L'espace, pour lui, l'appréhension de l'espace est complètement différent. Et le fait d'être doté de la vue nous donne des pensées et nous ouvre nous ouvre et nous prédispose à des réflexions qu'un aveugle ne peut pas avoir. Mais peut-être qu'un aveugle aura des réflexions que nous ne pouvons pas avoir, puisqu'il sera beaucoup plus sensible et son espace sera différent et peut-être plus vaste, on ne sait pas, parce que peut-être qu'il imagine l'espace beaucoup plus vaste que nous, qui voyons toujours un horizon, qui voyons des murs. Un aveugle ne voit pas de murs. Et ça conditionne certainement sa manière de penser, de réfléchir. Il en va comme ça de toutes les personnes qui ont un handicap par rapport à ce qu'on considère la norme. Mais nous, la norme est une forme d'handicap aussi, parce qu'il n'y a pas de norme. Ça n'existe pas, la norme. On parle de norme toujours par rapport à une forme de repère qu'est l'homme doté de toutes ses fonctions motrices. Et donc, on pense que c'est ça la norme, mais c'est pas la norme. Dans l'univers, il n'y a pas de norme. Il y a simplement que des choses, que des êtres différents, et qui pensent différents, qui appréhendent les choses différentes, et qui appréhendent le temps différemment, qui appréhendent l'espace différemment. Ça limite énormément notre orgueil à nous, humains, et ça limite énormément notre prétention à dominer le monde. On a une prétention folle, hein. Oui, nous humains, on a une prétention folle parce qu'on prétend savoir, on prétend maîtriser le monde, on prétend être rationnel. Peut-être que les dauphins, finalement, sont plus intelligents que nous, peut-être qu'ils embrassent beaucoup plus la question, peut-être qu'ils sont plus proches de l'univers que nous, et donc peut-être que simplement nous sommes véritablement enfermés dans un corps qui nous bride au niveau de notre émancipation. C'est pour ça que j'ai trouvé cette idée intéressante et cette perspective intéressante, parce qu'elle nous remet à notre place. C'est pas pour faire de l'humilité ou de la fausse humilité, c'est pour simplement bien voir que nos raisonnements, nos pensées, nos philosophies, tout, même notre art est construit en fonction du corps que nous avons. Les instruments ont été fabriqués par rapport à notre corps. Les dauphins, pour prendre la comparaison, ils chantent aussi également. Ils ont des sons et ils n'ont pas besoin d'instruments. Nos instruments que nous avons fabriqués, ils sont fabriqués par rapport à notre morphologie. Donc vous voyez, c'est bien de prendre conscience de ça, parce que quand on parle d'extraterrestres, on les imagine toujours flanqués d'un corps comme nous. Et donc on imagine qu'ils pensent comme nous. Et on projette sur eux nos pensées, nos fantasmes, nos peurs, nos craintes. Parce que nous sommes évidemment, le fait d'avoir des années d'existence sur cette planète, nous avons génétiquement des conditionnements qui sont toujours là, présents, primitifs, et qui orientent nos pensées, et qui orientent qui font de nous des êtres avec des tendances bien marquées. Pour ça, il y a des gens qui disent l'homme est toujours mauvais, l'homme est tout ça, mais
ce qu'on appelle le mauvais en nous, c'est simplement des carences d'un état primitif dans lequel nous sommes. C'est notre cerveau reptilien qui toujours fonctionne comme ça. Et notre fonctionnement reptilien nous oblige à être méfiants par rapport à nos tendances profondes qui sont souvent motivées par de vieilles peurs, de vieilles angoisses, de choses, parce qu'on a vécu dans la nature, dans un environnement hyper hostile, et peut-être que l'environnement hostile que l'on répète et qu'on fabrique artificiellement correspond certainement à un environnement dans lequel nous avons été baignés primitivement et à l'origine, et nous ne pouvons pas nous détacher de ça. Nous n'arrivons pas à construire une société qui serait différente du milieu naturel dans lequel nous avons évolué. Parce qu'en réalité, on répète inconsciemment, parce que c'est l'inconscient collectif qui fonctionne et qui fabrique tout ça. On n'en est pas conscient. Donc il est possible que nos craintes ancestrales, que les sources profondes de nos mécanismes que l'on voit soient simplement des répétitions et répétitions et répétitions. Alors, elles ont évidemment un aspect plus sophistiqué en fonction de notre évolution dans la matière avec la technologie, mais il est fort probable qu'on répète incessamment quelque chose qui est inscrit au fond de nous-mêmes et que tant qu'on n'aura pas travaillé sur ça, on ne pourra pas évoluer. Tant qu'on n'aura pas conscience de ça, on ne pourra pas évoluer. C'est bien de revenir, si vous voulez, à la quintessence de notre existence, nous humains, et de revenir à notre nature profonde, savoir qui nous sommes vraiment, qui nous étions vraiment, qui nous sommes vraiment, et pourquoi nous avons plus ou moins bâti des sociétés, des civilisations qui se sont autodétruites, parce que ça finit toujours par une autodestruction. Et ces cycles qu'on croit définitifs et qu'on pense qu'on ne sortira jamais, comme une spirale qui revient toujours, eh bien, on croit qu'on ne peut pas sortir de cette spirale toujours qui fait qu'on revient toujours à l'origine, qu'on revient toujours au chaos. Et cet enfermement cyclique, eh bien, tant qu'on ne trouvera pas la clé pour y échapper, eh bien, on restera toujours les mêmes. C'est-à-dire, on restera des êtres extrêmement primitifs, motivés par des instincts de survie, et on n'en sortira pas. Et donc, on retrouvera toujours les mêmes paramètres dans cet instinct de survie qui est primitif, qui est à l'origine, c'est-à-dire qu'on est dans un environnement hostile, donc on recrée un environnement hostile avec l'argent, les sociétés modernes, tout ça, on recrée cet environnement hostile, et puis on se situe toujours dans un environnement hostile de façon à réalimenter tous nos instincts de conquête, de défense, de meurtre, de compétition, tout cela. Et il y a le phénomène aussi du bouc émissaire, du sacrifice, etc. Enfin, je mélange beaucoup de choses qu'on retrouve dans les mythologies. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une forme de schéma qui se répète incessamment à travers des mythes différents. On retrouve toujours les mêmes archétypes, les mêmes symboles, tout ça, et on n'arrive pas à en sortir parce que nous n'avons pas été à la racine même de notre conception, je dirais, humaine. Et quand nous aurons été à la racine, nous découvrirons qu'il y a eu en nous des tas de conditionnements qui nous enferment dans des comportements dans lesquels nous sommes toujours en échec. C'est pour ça que l'évolution telle que je la vois, l'évolution humaine, c'est pas de la politique, c'est pas de l'idéologie, c'est pas un truc comme ça c'est pas parce qu'on va voter Le Pen que ça va aller mieux, je dirais fondamentalement, on ne sera pas pire, hein, entendons-nous. Mais ce que je veux dire, c'est fondamentalement, on cherche une voie pour sortir des mécanismes dans lesquels nous sommes et qui se répètent autour de nous. Au niveau de la géopolitique, l'international, on voit bien qu'on n'en sort pas de nos vieilles lunes.
Et c'est cela qu'il faut chercher. Parce que le jour où nous aurons découvert la clé qui nous fait sortir de là, ce sera le début d'une nouvelle ère, ce sera le début d'une nouvelle mutation. Et l'homme, fatalement, changera. Il y aura une mutation qui se fera qu'à grâce à cette compréhension-là. Mais cette compréhension, ce n'est pas de l'ordre intellectuel, c'est presque une compréhension, je sais pas, métaphysique, comment dire, une compréhension presque charnelle, quoi. C'est-à-dire ressentir en nous ce phénomène qui nous tient, qui nous enferme, et s'en libérer. C'est pour ça que beaucoup de sages parlent d'une mutation humaine, de la mutation de l'homme vers une forme, un autre type d'espèce. Et c'est vrai que cette mutation ne peut qu'entraîner une mutation morphologique de l'homme, une mutation totale de la société, qui sera basée non plus sur ce qui actuellement gouverne nos sociétés, mais qui sera basée sur vraiment quelque chose d'autre. Où, évidemment, l'argent, toutes ces questions de toutes ces différences et tout ça ne seront plus utiles. Aujourd'hui, on ne peut pas se passer de l'argent, mais il faut savoir que dans un monde évolué dans lequel nous serions autres, l'argent est vraiment une forme de moyen ancestral d'animer notre société, en tous les cas de créer une forme d'équilibre qui s'appelle l'économie. Mais on peut sortir de cette économie-là en imaginant, bien entendu, mais pas d'un point de vue idéologique, en imaginant une mutation humaine. Voilà un peu le fruit de mes réflexions, voyez, cet après-midi. Alors évidemment, je n'ai pas de prétention, et évidemment, je comprends qu'on puisse mal entendre ce que je veux dire, parce que quand je suis avec vous et que je parle comme ça sur mon chemin, c'est une manière, c'est une improvisation, comme je dis toujours, j'improvise, mais je n'arrive pas pour l'instant à structurer ces questions-là, parce qu'après on fabrique un système, puis j'en ai pas les compétences, hein, tout simplement. Moi, c'est mon style, c'est ma manière d'être, d'improviser, d'essayer d'être inspiré, et puis de lancer des choses comme ça, qui sont peut-être, qui pour certains n'auront aucun sens, mais ça j'assume, puis pour certains ne seront pas assez structurés, ne déboucheront sur rien de concret. C'est ce qui m'a été dit à travers un message auquel j'ai l'intention de répondre, parce que j'ai vu un message d'un de mes abonnés qui doit vivre en Thaïlande, puisqu'il fait des reportages en Thaïlande. Sa chaîne s'appelle Blue Thailand, je sais pas. Et il m'a dit, mais je vous suis plus, vous n'êtes pas structuré, la caméra bouge. Effectivement, j'ai une caméra avec une perche que j'ai achetée 3 francs 6 sous, made in China. Et il n'y a aucune sophistication dans ma manière de procéder. C'est vrai, c'est très rustre comme moyen technique que j'utilise, c'est le minimum, hein. C'est un téléphone, une perche, puis quand je suis chez moi, j'ai un petit micro, une caméra et un projecteur, mais c'est vraiment le minimum du minimum. Je sais que c'est très frustre et que ça n'a pas la qualité, évidemment, de certaines prises de vue que font des gens qui sont beaucoup plus professionnels que moi. Mais c'est pas je ne recherche pas ça. Je dirais qu'à la rigueur même, je préfère rester où j'en suis, sur le plan matériel, parce que c'est pas l'essentiel. Et j'ai peur de me perdre dans autre chose si je me concentre sur la technique. Alors vous me direz, on peut toujours évoluer, ça c'est sûr, peut-être qu'un jour j'en sentirai le besoin, peut-être que j'aurai une proposition, peut-être que quelqu'un m'apportera une solution pour améliorer la prise de son. Là on me dit il y a du vent, tout ça, ça plaît pas à certains, mais c'est comme ça, pour l'instant ça se passe comme ça, et je trouve que c'est pas plus mal. Il y en a qui aiment entendre le vent comme ça, cette ambiance un peu comment dire, spontanée, naturelle. Parce qu'on peut lécher, faire des trucs, faire des prises de vue, mais qu'est-ce que ça va donner? Je vais écrire un script, je vais parler avec un script que j'ai appris, ça va donner quoi? C'est ridicule. Donc effectivement, j'improvise et c'est vrai, c'est comme si vous étiez avec moi, à côté de moi, et puis vous savez, ça se fait comme ça, les conversations s'improvisent, et on part on part sur un raisonnement, puis après on fait une digression, puis on part sur autre chose. C'est un peu ça la vie. Et c'est pas plus mal, je crois, finalement, que de construire
en 3 parties un schéma sur lequel je travaillerai, et ensuite je vous débiterai ça avec un papier que je lirai, enfin ça n'a pas de sens, où j'apprendrai, enfin c'est pas du tout, je pense, la voie justement. Et donc je m'inscris en faux devant ce type de remarque qui m'est faite, parce que, non pas que je le prenne mal sur le plan personnel, parce que quand on me dit que c'est pas professionnel et tout ça, que ça ressemble à rien, ma petite caméra et tout ça, je veux bien l'entendre, étant donné que j'en suis conscient, j'ai aucune prétention de faire du reportage ou d'avoir des vidéos de qualité, étant donné que je fais vraiment avec le minimum. Mais je le prends pas mal, mais je l'entends, voilà, je dis bah ok, il pense que c'est important lui, voilà. Mais je lui répondrai parce qu'il m'a dit aussi que il avait besoin d'avoir un débouché, et que mes propos comme ça ne débouchaient sur rien de concret, et qu'il y avait une forme de discours non structuré, et pas assez élaboré de son point de vue. Alors c'est vrai, moi je suis pas un intellectuel, donc je parle simplement avec du vocabulaire accessible. Je n'ai pas l'ambition de... Je sais pas que j'ai pas l'ambition, mais je n'ai pas, moi, les facultés intellectuelles pour construire, comme certaines personnes, un plan, et même d'écrire un bouquin, tout cela. Non, je ne saurais pas faire. C'est mon style, c'est comme ça. Il y a ceux qui me suivent, ils s'y retrouvent, ils apprécient, puis il y a ceux que ça agace, et ceux que ça agace, il ne faut pas qu'ils insistent, il faut qu'ils quittent la chaîne, c'est tout bête. Et c'est normal, hein, vous aimez pas, c'est logique, et ça je comprends, et j'en veux pas aux personnes. Mais je réponds quand même au fait que, vous savez, vous pouvez pas, dans la période, puis aussi il y a des gens qui parfois, je l'ai vu, font des messages un peu virulents parfois, mais parce qu'ils sont eux-mêmes pas bien. Alors ils ont été contrariés, ils ont une contrariété dans leur vie qui leur arrive. Et la contrariété, ils ont besoin d'un défouloir, ça s'appelle un bouc émissaire, et donc ils vont écrire, ils vont être mal, ou ils vont être agacés à un moment, parce que ce que je dis correspond pas enfin, est en contradiction avec ce qu'ils sont en train de vivre, qui est parfois éprouvant, et donc ils vont être presque virulents, mais c'est eux qui ont besoin de se défouler d'une certaine manière, et de cracher une forme de venin qui leur fait du bien, parce qu'au moins c'est qu'un punching ball, ils ont besoin de taper, et ça leur fait du bien. Ça aussi, ça peut être un processus psychologique qu'on peut admettre. Alors, en tous les cas, non, il n'y a pas de pour ma part, si vous voulez, c'est fini les projets bien structurés, bien rationnels. J'ai décidé, et ça parce que j'ai fait ça, pas comme si j'avais rien fait dans ma vie, j'ai bâti une franchise, on a ouvert 50 magasins en 3 ans, donc je sais ce que c'est que de fédérer autour d'un projet commercial, je sais ce que c'est que concrètement de réunir des gens, de procéder à des séminaires, de faire des formations. Je sais ce que c'est que d'aller chercher des fonds de commerce, d'aller discuter avec les entreprises, les entrepreneurs pour faire un mobilier, enfin pour adapter un mobilier à une structure. Je sais ce que c'est que d'aller chercher du personnel, embaucher des esthéticiennes parce que c'était dans l'esthétique. Je sais ce que c'est que d'aller chercher des fournisseurs, d'aller démarcher des fournisseurs à l'étranger. Je l'ai fait tout ça. Donc je connais le système et j'ai été très structuré dans ce que je faisais, parce que vous ne pouvez pas ouvrir 50 magasins en franchise en 3 ans si vous n'avez pas un esprit structuré et une méthode bien sérieuse, si vous voulez, une méthode précise, une méthode, je dirais, une méthode, vous voyez, des fois on cherche les mots, une méthode sérieuse, voilà, sérieuse, c'est pas le mot que je cherche, mais je retrouverai tout à l'heure ce mot. En tous les cas, je connais, et j'ai changé d'avis. Je me suis dit, c'est pas la bonne méthode d'évoluer dans ce monde. Faire de l'argent pour de l'argent, faire du business, tout ça, c'est pas le bon truc. Moi qui étais séminariste, j'ai testé tout cela, parce que j'ai voulu explorer le monde, toutes les manières de
de voir ce monde, j'ai dit, il faut y aller, il faut avoir aussi une forme de capacité, de rigueur, voilà le mot, j'ai cette rigueur, hein, vraiment je l'ai dans la matière, dans le monde. Et je savais qu'il fallait que je passe par là, parce que je voulais me prouver à moi-même que j'étais capable de monter quelque chose, une structure, de la faire évoluer, et puis ça ne m'a pas satisfait, parce que on oublie le côté, le véritable côté de la vie. On passe à côté de l'essentiel dans ces moments-là. Alors, aujourd'hui, si vous voulez, et c'est ça qui fait qu'on vieillit, qu'on est vieillissant, c'est qu'aujourd'hui, j'avance avec une forme d'incertitude, et j'avance en faisant confiance, qu'on appelait autrefois dans l'église la providence. Le mot providence, j'aime beaucoup, parce qu'en réalité, il faut se laisser guider. Et quand on se laisse guider, on ne peut pas apporter un schéma déjà directeur avec un projet bien défini et une structure bien établie. On est obligé d'improviser, comme je fais sur ce chemin, comme je fais quand je parle. On est obligé d'improviser notre vie. On se dit, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas dans la matière, ça ne veut pas dire qu'on ne prend pas des décisions, je dirais, même financières. Non, non. Mais ça veut dire simplement qu'on laisse plus ou moins, on avance d'un pas, on voit l'écho que ça a. Si ça a un écho, si la chose avance, on continue. Si on voit que ça ne veut pas s'ouvrir, que la porte reste fermée, ben on change de voie, on va ailleurs. Parce que c'est comme ça que j'arrive à trouver plus ou moins mon itinéraire aujourd'hui. Mais je ne sais absolument pas demain ce que je ferai. Je ne connais pas l'état de ma santé. Demain, peut-être après-demain, je ne sais pas. Ça dépendra aussi. Tout cela ne dépend pas de moi. Mon état de santé, mon état, mes finances, la situation de la France, l'éventualité d'un conflit, d'une guerre ou d'une guerre civile, tout cela. Je sens parfois que je dois aller dans telle ou telle direction, par rapport à des paramètres que je ressens intuitivement, mais aussi objectivement, et je m'organise, mais à très très court terme, par rapport à ça. Mais je n'ai aucune certitude concernant l'avenir et ce qu'on va faire dans l'avenir, parce que je sais que tout est dans les mains, si vous voulez, du destin, et que ce destin, il est orienté vers quelque chose qu'on appelle dans la religion la providence, qu'on pourrait appeler autrement. Moi, je l'appelle comme ça, parce que je trouve que ce terme est très beau. Mais en réalité, c'est comme ça qu'aujourd'hui je mène ma vie. Ce qui veut dire que je suis un peu, d'une certaine manière, en équilibre, si vous voulez. Je suis vraiment en équilibre, et ça donne l'impression, et ça je peux comprendre, que je ne peux pas définir un programme, je ne peux pas définir un truc. En tous les cas, je ne peux pas aller vers quelque chose évidemment de très structuré, puisque j'avance au jour le jour dans un marécage que j'essaie de comprendre et que j'essaie d'analyser pour justement pas mettre les pieds au mauvais endroit, pas tomber sur une mine qui me fasse sauter. C'est un peu ça, si vous voulez, un peu la situation. Donc évidemment, c'est extrêmement modeste. Alors, je comprends que ça puisse agacer certains, parce qu'il y en a qui sont pour la révolution, il y en a qui sont pour tout foutre en l'air, prendre les choses en main, tout ça. Et moi, je pense pas comme ça. J'ai cru ça à un moment donné, mais je pense plus comme ça. Je pense qu'il faut laisser faire, attendre, et qu'il y a un moment, il y aura un moment, comme je l'ai déjà dit, il y aura un moment où les choses se mettront en place d'elles-mêmes, et la configuration sera telle qu'on ira. S'il faut manifester, on ira, ou s'il faut prendre des décisions, on les prendra, mais que le moment n'est pas venu. C'est tout. C'est-à-dire que je me dirige un peu comme dans un voilier qui est dans la mer, et qui s'oriente en fonction des vents, et qui oriente un peu sa direction par rapport à un objectif, qui est un objectif bien entendu d'évolution. La prochaine terre à atteindre, c'est une terre d'évolution. Je ne sais pas ce qui m'attend, je ne sais pas où elle se trouve exactement, mais c'est en fonction de certains paramètres que je donne la direction. J'oriente mon navire avec les conditions météorologiques qui s'imposent, et puis j'avance. Mais pour l'instant, je suis en pleine mer,
J'ai pas de vision sur la terre sur laquelle je vais arriver et je fais confiance aux éléments qui, eux, sont censés nous aider, nous conduire. Voilà en gros ma manière, en tous les cas, de fonctionner à l'heure actuelle. Bien, bah écoutez, nous allons... Là, je retourne à la maison. Nous allons faire notre petit montage, nous allons publier cette vidéo. Et puis, alors comment je vais l'intituler? Il faut que je trouve toujours un intitulé. C'est notre corps, je vais dire, c'est ça, c'est notre corps qui fabrique nos pensées. Voilà, c'est ça, c'est un truc comme ça. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis, enfin une bonne soirée plutôt, parce que lors où vous découvrirez cette vidéo, ce sera plutôt dans le soir, dans la soirée. Bonne soirée, à bientôt.